Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. On l'étudie souvent comme un siècle de renouvellement des arts et des sciences, un moment d'effervescence et de nouveauté, une époque de progrès et d'équilibre. La Renaissance est une période faste qui finit de susciter l'admiration, l'étonnement, mais également l'interrogation. Bien entendu, chers auditeurs, je ne reviendrai pas sur les clichés relatifs à la période. Je pense notamment à celui qui positionne la Renaissance comme un espace temporel de forte rupture par rapport au Moyen-Âge. Je ne reviendrai pas non plus sur les exagérations historiques nées de l'admiration de certains historiens, artistes, politiques pour des lieux grandioses et des personnages illustres que le XVe siècle a vu naître. Mais aujourd'hui, j'aimerais retenir votre attention sur ces espaces et ces personnages qui ont contribué à donner à la Renaissance cette image de splendeur et de renouveau. J'aimerais vous parler de la Florence des Médicis, ou plus particulièrement des Médicis de Florence. Comment une telle dynastie a-t-elle pu s'ériger en référence de la Renaissance? Quelle est la cause d'une telle ascension politique? Par quels moyens les Médicis sont-ils parvenus à pénétrer toutes les arcanes du pouvoir florentin? La Renaissance florentine est un moment miraculeux, pour reprendre l'expression de notre invité Jean-Yves Boriot. Nous le recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour Jean-Yves Boriot. Bonjour. Vous venez vous nous parler de votre dernier ouvrage, La fortune des Médicis, paru chez Perrin en septembre. Vous êtes professeur émérite de langue et de littérature à l'université de Nantes et spécialiste du XVe siècle romain, et notamment une de vos biographies, une biographie sur Machiavel, a reçu le prix Provins Moyen-Âge en 2015. Jean-Yves Boriot, on a beaucoup écrit sur la Renaissance, Florence, les Médicis. Vous choisissez un angle particulier pour votre ouvrage, La fortune des Médicis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de ce projet et pourquoi est-ce si important de s'attarder sur cette fortune ? Eh bien, le problème en ce qui concerne les Médicis, c'est qu'on a tendance en général à saisir finalement ce qui est visible actuellement de leur passage, à Florence en particulier, où demeure toute une série de palais, de collections qui datent de la grande époque de ces Médicis. Donc de la saga de la famille, on connaît surtout, si j'ose dire, la façade. Et on aurait un peu trop tendance, comme vous l'avez dit, à assimiler la présence des Médicis à Florence à une époque irénique où tout aurait été, ma foi, joie, liberté, expression libre de tous les points de vue, et surtout, donc, on a tendance à faire de cette époque-là un moment rêvé de concorde politique. Or, il n'en est rien. Les temps de la Renaissance, en général d'ailleurs, sont des temps de guerre, d'affrontement, et la Florence des Médicis n'est absolument pas exempte de tout cela. Et la saga des Médicis, dont nous ne connaissons en général, comme nous le disions, que la partie Quattrocento, cette saga, elle s'enracine très profondément dans l'histoire de la Renaissance et évidemment dans l'histoire de ce lieu privilégié qu'est la Toscane. Alors, avant de nous concentrer plus sur donc les Médicis, est-ce que vous pourriez nous donner un bref aperçu du fonctionnement politique de l'Italie, donc dans cette fin du XIVe siècle et ce début du XVe siècle ? Oui, alors les choses sont à la fois simples et complexes. Simples parce qu'on peut opposer sans difficulté les communes et ce que on peut appeler, après Machiavel, les principautés, c'est-à-dire les villes où une série d'assemblées détient le pouvoir, avec évidemment délégation de ce pouvoir à des podestats, et les villes qui sont gouvernées par des princes. L'antagonisme entre ce type de villes est très très fort, mais parfois on peut passer de l'un
l'un à l'autre. Il y a des villes où on est passé de la commune à la principauté. Les choses ne sont pas aussi rigides que cela. Alors évidemment, l'archétype du point de vue de la République, de ce type de régime, c'est Venise. Et la ville de Florence, les institutions de Florence sont, ma foi, empruntées au système vénitien. Alors vous avez donc ces principautés d'un côté, à Ferrare, etc., et de l'autre, les communes, et vous avez également un royaume, qui est le royaume de Naples, qui est un royaume très très important, qui est très très lourd, qui est gouverné par les Aragons, donc qui par définition viennent d'Espagne, et vous avez au centre un État à part, ce sont les États pontificaux, qui sont évidemment régis par une administration qui dépend en principe de l'autorité pontificale, même si les choses sont plus complexes que cela, puisque les villes, par exemple de Romagne, doivent tribut au pape, mais ne sont pas directement sous la coupe politique du pape. Donc les choses sont relativement complexes. Tout cela, c'est l'héritage de vieilles oppositions médiévales. Toutes ces villes d'Italie du Nord étant en même temps voir en même temps leur histoire grevée d'une opposition tout à fait dommageable entre guelfes et gibelins, c'est-à-dire d'un côté les partisans de l'autorité du pape et de l'autre les gibelins, partisans de l'autorité de l'empereur d'Allemagne. Donc un système très très morcelé, des oppositions entre république et principauté, et dans les villes, opposition entre guelfes et gibelins. Alors vous venez d'évoquer, de nous rendre un bref panorama en fait de cette Italie, donc avec beaucoup finalement de tensions politiques entre les États et les principautés. Et au sein des villes, vous expliquez dans votre ouvrage comment donc la ville est constituée, sur quel système elle repose. Elle repose sur le système corporatif. Comment ça fonctionne à Florence au début de la Renaissance? Alors Florence, la Florence de la Renaissance est l'héritière évidemment d'une assez longue histoire. Alors, il faut partir d'une date très précise, on a chance de le pouvoir, c'est 1293. En 1293, la commune de Florence décide que les magnati, c'est-à-dire les représentants des grandes familles nobiliaires, ne pourront plus avoir partie prenante dans la vie politique. Donc ces magnati sont exclus du système politique. Certains vont rester quand même dans la ville de Florence et vont petit à petit renier leur noblesse et finiront par se confondre avec plus ou moins de bonheur avec le peuple au sens le plus général du terme. Et à partir de 1293, finalement, la commune va se mettre en place. Elle va se mettre en place selon un processus qui n'est pas linéaire, mais que l'on peut résumer ainsi. La ville est une ville de commerçants. La ville de Florence n'est pas une ville de soldats. C'est une ville d'artisans, de commerçants et également d'artistes. Mais le système politique et le système économique sont très imbriqués, puisque si l'on veut faire une carrière politique, il faut appartenir à l'une des corporations. Ces corporations qu'on appelle des arts, tiennent toute la ville et appartiennent à ces corporations la majorité des artisans et des employés. Ne sont exclus du système que ceux que l'on appelle de manière très péjorative les ciampi, c'est-à-dire les dépenaillés, c'est-à-dire ceux qui accomplissent pour le travail de la laine les tâches les plus simples, les plus humbles, puisque tout tourne effectivement autour du système de la laine. Alors, les grandes corporations ont à leur tête des prieurs, et parmi les prieurs, on tire au sort, et c'est là quelque chose de très très important, les gens qui vont appartenir aux différents conseils, et surtout au Conseil suprême, la signoria. Et donc la signoria est l'émanation, obligatoirement, des principales arts, des principales corporations. Et théoriquement, pour garantir à ce système son côté libéral, si je veux dire, il y a ce tirage au sort qui, en principe, permet seul de parvenir à la signoria ou au Grand Conseil. Théoriquement, c'est une garantie de liberté que cela. Tous les 2 mois, on tire au sort. Évidemment, le problème étant que les tirages au sort, nous le savons bien, peuvent être truqués, et ça a été l'un des moyens pour les Médicis, ce n'étaient pas les premiers de parvenir au pouvoir, que de truquer ainsi les tirages au sort. Voilà. Donc, un système économique fondé sur le travail de la laine, puisque les grands arts sont des arts
arts, la Kalimala et d'autres sont des arts qui regroupent les grands ateliers de lainiers, les grands ateliers également de fabricants de soie, et ces gens-là donc tiennent le pouvoir politique par le truchement, comme nous le disions, de ces tirages au sort. Nous sommes dans une commune qui, comme on le disait tout à l'heure, a emprunté à Venise les systèmes qui théoriquement doivent garantir la liberté des citoyens. Avant donc que les Médicis prennent en quelque sorte le pouvoir politique à Florence, qui sont-ils? D'où viennent-ils d'où vient cette famille? Alors vous posez une question extrêmement difficile à laquelle il est très malaisé de répondre pour des raisons malheureusement très très simples. Pour connaître l'origine des Médicis, nous disposons de quelques sources, de quelques documents qui sont les chroniques. Alors, les chroniques, dans les chroniques, malheureusement, les chroniques du temps, on ne voit apparaître un Médicis que de temps en temps. Alors, ce qui est très difficile à faire, c'est recomposer la famille à partir de cela. Je donne un exemple. Dans une chronique, on nous parle, pour le début du XIVe siècle, la fin du XIIIe siècle, de 6 Médicis, Averardi, c'est une des branches des Médicis, qui aurait une banque. Voilà. Et après, il n'en est plus question. Voilà. Alors nous avons d'une part les chroniques qui ne font apparaître qu'un Médicis de temps en temps. Nous avons également ce qu'on appelle les recordances, c'est-à-dire c'est quelque chose de très important qui est étudié depuis relativement peu de temps. Ce sont des ouvrages nous dirions-nous, de souvenirs, c'est-à-dire avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que ce sont là encore des chroniques, mais des chroniques tenues par les représentants des familles de la moyenne et de la grande bourgeoisie florentine, et ce sont des livres tenus au jour le jour où on retrouve absolument tout, c'est-à-dire tous les événements du quotidien et également les grandes décisions prises par les principaux de chaque famille. Alors, on a un de ces livres de recordances pour les Médicis. Alors, de tout cela, on essaie de tirer finalement une idée de ce qu'ils ont pu être, mais c'est très difficile parce que l'origine des Médicis a été floutée par la propagande médicéenne, c'est-à-dire après 1512, quand les Médicis retrouvent le chemin de Florence, ils vont s'autoproclamer duc, grand-duc, etc., etc. Ça n'entre pas donc dans notre propos, donc je n'insiste pas. Mais à ce moment-là, la propagande médicéenne a connu une ampleur absolument étonnante. On a relié l'histoire des Médicis à la légende de Charlemagne. Les fameuses pales de l'écu des Médicis pouvant être dans ce cas-là la trace de l'impact de la masse d'un affreux géant qui sévissait dans la campagne dans le Mugello, dans la campagne autour de Florence, et qu'un lointain ancêtre des Médicis aurait défait, recevant ainsi toutes les terres du géant en question, le géant étant un partisan des Lombards et évidemment le bon Médicis un partisan de Charlemagne. Alors nous avons donc cette légende-là à laquelle personne ne croit, mais qui est très belle, et qui est très développée surtout, et qui est développée dans beaucoup d'ouvrages. Nous avons également la légende d'un noble qui se serait appelé Médico, et M-E-D-I-C-O, et qui aurait été l'ancêtre de la famille, et qui aurait été, qui plus est, médecin. Alors, les Médicis vont s'appuyer là-dessus pour toute une légende avec laquelle ils vont camoufler leurs véritables origines, parce qu'il y a encore une fois, j'insiste, une légende selon laquelle les fameux pales seraient là pour désigner les différentes parties du corps que les Médicis, descendants d'un médico, auraient soigné. Vous voyez, toutes ces légendes-là ne nous permettent pas d'avoir une vue très claire de ce qu'ont été les Médicis aux origines. Néanmoins, pour répondre à votre question, si peut-être plus réaliste, voire terre à terre, ces Médicis sont avant tout des banquiers. Alors, il faut se défier du terme de banquier parce qu'il signifie simplement que les tout premiers Médicis avaient un banc. Un banco, dans la ville de Florence, pas très loin du Ponte Vecchio pour les gens qui connaissent l'endroit, ils sont très nombreux, je sais. Et là, c'est un banc qui est devant les shops, et là, on pratique le change.
on pratique le change, on prête également. Vous voyez, c'est vraiment le degré zéro de la banque. Hein. Sans doute ont-ils commencé comme cela, avec en arrière-plan quand même des propriétés dans le Mugello, c'est-à-dire dans la campagne autour de Florence. C'est tout à fait caractéristique, ça, d'une moyenne bourgeoisie florentine. Si vous prenez au hasard les Machiavelli, par exemple, ils avaient des activités juridiques dans la ville de Florence, mais également dans le contado, c'est-à-dire dans la campagne, ils avaient une propriété. Alors, sans doute, les Médicis ont-ils commencé comme cela, par cette espèce de dialectique entre leur petite propriété du Mugello, de la campagne, et leur modeste banc de banquier de Florence. Alors, qu'est-ce que l'année votre chapitre 5 s'intitule 1397 ou la grande année. C'est un tournant pour la famille Médicis? Absolument. C'est une date capitale parce que là, nous avons laissé de côté un événement important, c'est que les Médicis, donc petite banque, voient tout d'un coup l'horizon se dégager en 1340 grâce, si j'ose dire, à la faillite d'une série de grandes banques qui ont commis la grosse erreur de prêter de l'argent au roi Édouard III d'Angleterre. Vous voyez, c'est les débuts de la guerre de 100 ans, etc. Il ne rendra jamais, parce qu'un souverain ne rend jamais l'argent. Alors, si vous considérez l'argent que vous lui avez prêté comme un investissement, ça va. Mais si vous attendez qu'il vous le rende, la cause est perdue. Alors, là, en 1340, tout s'est ouvert pour les Médicis et d'autres familles, les Albertines, hein, et ces gens-là vont occuper l'espace bancaire florentin, et donc, ce que nous voyons en 1397, puisque la banque Médicis, depuis son modeste banc, a grossi, elle a ouvert des filiales, elle a ouvert une filiale à Rome, et ce qui est très important, c'est qu'en 1397, on va rapatrier la maison mère à Florence. Rome va toujours exister, la filiale romaine va toujours exister, mais on décide que la maison mère, ça sera Florence. Et là, depuis on appelle toujours ça une tavola, hein, c'est-à-dire une table. Hein. Depuis cette table avec beaucoup de guillemets, eh bien, les Médicis vont pouvoir se lancer dans l'artisanat. Ils vont pouvoir de la laine et de la soie, mais ils vont pouvoir surtout ouvrir des filiales et des comptoirs un peu partout en Europe. Et à quel moment, en fait, cette richesse va coïncider avec leur montée en politique, et quand est-ce que, en fait, ce facteur économique va devenir le facteur de cette ascension? Alors, pour répondre à votre question, très directement, c'est avec Côme l'Ancien, les choses ayant été préparées par son père, Giovanni di Bici. Alors, ce sont ces deux personnages, Giovanni di Bici, qui est un personnage très important, négligé malheureusement par l'histoire. C'est lui qui véritablement va mettre en place tous les facteurs qui permettront à Côme ensuite de s'emparer des rênes, hein, du pouvoir à Florence. Hein. Parce qu'il va y avoir un double mouvement. D'une part, l'ouverture de ces filiales dont nous parlions, et cela va, l'ouverture très prudente, hein, de ces filiales qui permettra à la richesse des Médicis véritablement de s'ancrer dans du solide, parce que ce sont des parvenus. Et il faut toujours avoir cela présent à l'esprit. Et Côme premier, non pas Côme premier d'un grand dieu, non, Côme l'Ancien, donc, sera vraiment celui qui va faire passer cette puissance financière dans le monde politique. Alors j'aimerais relever votre expression quand vous dites que c'est une famille de parvenus. Oui. Est-ce le contexte de la Renaissance qui fait que cette famille, qui était une famille riche, bourgeoise, ait pu accéder au pouvoir politique, ou est-ce que finalement ce système s'inscrit dans une logique médiévale mais qu'on a un peu occultée? Disons que il est difficile de choisir entre les deux positions que vous suggérez, parce que il y a toute une histoire médiévale qui aboutit justement à ce processus que nous appelons renaissant. Hein. Ce qu'il y a vraiment de renaissant entre guillemets dans l'histoire des Médicis, c'est l'irruption de l'humanisme dans la culture des Médicis, hein, pour des raisons éminemment politiques. Avec les Médicis, rien n'est gratuit à tous les sens du terme. Et avec
Côme, vraiment, on passe dans la Renaissance, c'est-à-dire que le Côme va baigner dans cet humanisme élitiste dont je vous parlais il y a quelques instants, et ensuite l'apogée, ce sera évidemment avec Laurent le Magnifique, dit le Magnifique, c'est-à-dire le généreux, qui lui sera vraiment un humaniste, avec des pesanteurs bien sûr, mais qui malheureusement pour la dynastie des Médicis, se coupera des activités bancaires. Alors nous avons donc un processus venu de loin, et un système politique que Giovanni di Bicci et Côme surtout maîtrisent parfaitement. Et ensuite, on arrive dans la dimension princière de la famille, prince renaissant, princière, toujours avec des guillemets, avec Laurent qui lui a une image qui rappelle évidemment de près les plus brillants des princes de l'époque. Est-ce que Côme était aussi considéré comme un prince, comme un noble, ou seulement Laurent? En fait, c'est Laurent qui marque oui, non, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est Laurent. Non. Côme, alors en plus de ça, vous avez d'autant plus raison de poser cette question, que Côme, justement, a toujours voulu se présenter comme un simple marchand, un primus inter pares, certes le premier, mais au milieu de ces, disons, des gens qui étaient de même niveau social que lui. Ce qui le prouve, c'est que quand il a été, parce que les Médicis se sont imposés face à une famille redoutable qui est la famille des Albizzi, qui a exilé Côme un moment. Ces Albizzi, en gros, qui ont tenu le pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années, ces Albizzi ont montré aux Médicis ce qu'il ne fallait pas faire pour garder et conserver le pouvoir. Ils avaient déjà, eux, commencé, bien entendu, à truquer le système politique, mais c'est une vaste question, très intéressante d'ailleurs. Côme, quand il a été exilé par les Albizzi, donc a été reçu à Padoue, mais de manière pratiquement princière, il a été reçu non pas comme un malheureux exilé, mais comme quelqu'un qui avait une aura absolument extraordinaire. Et à Venise aussi, et c'est bien qu'il va faire, quand il reviendra à Venise, quand il reviendra à Florence de Venise, eh bien, il sera accueilli comme s'il était un potentat, mais lui résistera toujours à cela et se présentera toujours comme un marchand, un banquier, certes un banquier prospère, mais rien de plus. Et il va installer comme ça sa dynastie, parce qu'il va, par petites touches, concentrer, sans apparaître, concentrer dans ses mains tous les pouvoirs dans la ville de Florence. Et Laurent en bénéficiera. Malheureusement, il laissera la banque péricliter, et tout cela préparera la fin de la dynastie quelques années plus tard. Alors vous parlez donc de cette fin de la dynastie, et ce qui m'a interpellée, c'est lorsque vous parlez du père de Côme qui a tout préparé pour son fils, et Côme qui a l'air également de continuer à consolider pour ses enfants. Est-ce que Laurent a perdu un peu cet esprit dynastique, si j'ose m'exprimer ainsi, ou c'est seulement son désintérêt de la finance qui fait que les Médicis on finit par redevenir une famille presque comme les autres. Presque comme les autres, oui. Non, malheureusement, les causes de la chute, c'était le manque de préparation de Laurent à ce métier de la banque. En tout et pour tout, il n'a fait dirions aujourd'hui, un stage dans une banque, on n'en est même pas sûr. Alors, il lui manque cette culture. Et Côme a tout préparé, c'est-à-dire que Côme lui a livré la bottega, comme on disait à l'époque, clé en main, si je puis dire. Il a le passage de Côme à Laurent se fait sans problème particulier, tant il est évident que c'est lui qui doit lui succéder. Toutes les assemblées sont à sa botte, tous les conseils sont à sa botte, etc. Tous les réseaux de parrainage, etc. Tout cela est bien en place, et Laurent a la culture humaniste du temps. Parce que, comme je vous le disais, les Médicis, sont des gens qui ne sont pas réputés pour leur culture, c'est des banquiers de base, avec Giovanni di Medici, on a vu déjà un progrès. Mais la culture de Côme s'est faite un peu de briques et de broc. Et Laurent, lui, a une culture humaniste. Il a connu les meilleurs précepteurs. Il a tout eu pour lui, sauf la culture bancaire. Et alors, lui est le premier véritablement à se ressentir disons, de culture princière. De se méfier de ce terme, parce que ce sont des bourgeois, ils appartiennent à ce qu'on appelle le popolo grasso, c'est le peuple gras, mais sans plus. Et après 1512, là, ça va devenir autre chose. Les Médicis vont s'autoproclamer nobles, mais ils ne le sont pas du tout. Et Laurent a l'idée dynastique en tête, seulement il ne s'est pas donné les moyens d'assurer justement les fondements d'une dynastie.
Alors il faut également qu'ils se légitiment auprès du peuple florentin. On suppose donc qu'ils vont chercher à se mettre en avant, et avec toute cette culture du portrait de la Renaissance, ça permet aux Médicis de continuer à asseoir un peu cette légitimité. Est-ce que c'est parce que Laurent est un prince humaniste qu'il est appelé le Magnifique ? Pourquoi on accole ce terme ? Il est appelé le Magnifique au sens où ce terme, au sens que l'on prête à ce terme à l'époque, c'est-à-dire le généreux. Alors, le généreux, faire attention, parce que, en fait, il est généreux lors de la fête. Lui, lors des fêtes, il a parfaitement compris tout ce que la fête pouvait lui apporter d'aura et de pouvoir. Il faut imaginer la Florence de 50 000 habitants, la Florence du temps comme une ville toujours en fête. On a des comptes, des comptes du nombre de fêtes dans l'année. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Toute l'année est scandée par de ces fêtes organisées par des confréries, organisées par des quartiers, des fêtes organisées lors des des jours importants du calendrier religieux. Et il est magnifique parce qu'il offre justement de ces fêtes extraordinaires. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, et c'est quelqu'un qui a compris le pouvoir de l'image, c'est-à-dire qu'on le voit tout le temps. On le voit lors des tournois. Dans les tournois, il excellait, comme son malheureux frère, assassiné par les Pazzi. Il est présent lors des tournois. Et il est présent également littérairement. C'est quelqu'un qui c'est un poète. C'est sans qu'il soit prisonnier de cela, il ne veut pas apparaître comme un poète parce que c'est légèrement dévalorisant quand même. Il est un Médicis, mais avec une image absolument extraordinaire. Regardez par exemple du point de vue des fêtes, la plus importante pour les Médicis, c'est la fête des rois mages. Cette fête des rois mages qui devient quand même plus ou moins la fête des Médicis. Les Médicis participent à l'immense cortège dans l'étonnante fresque du palais des Médicis, la fresque de Gozzoli sur les rois mages. On voit il y a là tous les membres les plus importants de la famille des Médicis. Il y a leurs clients là, voilà. Et il a un sens extraordinaire de la mise en scène, et il est magnifique en ce sens-là. Et parce qu'il a ce sens de la mise en scène, il est donc apprécié par les Florentins ? C'est le but de l'affaire, oui. Apprécié, il y a un camp médicéen et il y a un camp anti-médicéen qui est dans la ville même, qui est représenté par les grandes familles qu'il a écartées, que son père et lui ont écartées du pouvoir. Ces gens-là sont en général, comme l'on dit à l'époque, admonestés. Alors admonestés, il faut faire attention au sens du terme. Ils sont en fait interdits d'exercice d'exercice de charge politique. Alors ils peuvent rester dans la ville, ou alors pire, ils sont exilés. Ils sont exilés, et c'est un exil assez complexe. Quand vous êtes exilé, il y a une sentence, vous êtes exilé, et vous laissez une caution. Vous laissez une caution et vous allez dans telle ville très précise, et là vous êtes obligé, dans la ville en question, d'aller, il n'y a pas d'autre terme, pointer auprès des autorités locales pour que, eh bien, ma foi, la caution soit conservée. Alors vous rentrez au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois jamais, et quand vous rentrez, vous récupérez la somme, ou alors vos descendants, vos collatéraux la récupèrent. Vous voyez. Alors ainsi sont tenus en bride les Florentins dans la ville de Florence, et les opposants même à l'extérieur. Alors, certes, il est apprécié, il y a un camp médicéen, mais les Médicéens en question, ce sont des gens à qui l'on a rendu des services. Et là, vous avez effectivement une foule de gens, vous avez des milliers de personnes qui sont redevables aux Médicis, mais vraiment de tout et de n'importe quoi. On ne va pas énumérer tous les bienfaits qu'ils sont capables de rendre, mais ils sont absolument innombrables. Ils avancent même de l'argent à des gens qui veulent équiper des bateaux. Vous voyez, ça va très très loin. Et ces gens-là font le parti médicéen sur lequel on peut compter en cas de coup dur. En fait, leur système politique est presque calqué sur un système bancaire d'offres et de demandes, et en fonction de leur capacité à prêter, leur pouvoir politique sera fort, c'est ça ? Mais la métaphore est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avancent des bienfaits
pour en recevoir les intérêts, effectivement. Et c'est fondé là-dessus, sur un échange de bons procédés. Hein. C'était d'ailleurs, on retrouve là ce qu'on appelait l'amicitia chez les Latins, c'est-à-dire un échange de bons procédés. Et ça va très loin parce que Laurent va dans cette optique-là jusque dans le contado, c'est-à-dire dans la campagne, dans la campagne autour de Florence, il a des affidés, et il a des réseaux, quoi. Il a des réseaux de gens à qui il a rendu service. C'est d'ailleurs contre-productif parce que il a des réseaux tellement importants qu'il ruine, ce faisant, l'influence des petits potentats locaux dans ce contado, qui, voyant leur autorité perdue au profit des Médicis, évidemment, vont faire partie des mécontents. Ça se paiera. Quelles sont les relations des Médicis avec le pouvoir pontifical ? Ces relations, sont des relations de puissance à puissance, et c'est très variable selon les jeux d'intérêt à telle ou telle époque, si vous voulez. Ils sont de temps en temps dans le camp pontifical, de temps à autre dans le camp de Venise. Vous voyez, c'est très fluctuant. Alors il y aura un moment évidemment de heurts intenses, mais après la disparition donc des Médicis, au temps de Savonarole, hein, où finalement la ville, le peuple, quoi, le popolo, hein, pas confondre avec s'entendons-nous par peuple, se retrouvera du côté pontifical, mais par opposition à Savonarole. Mais d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, c'est très fluctuant. Ça dépend, comme je le disais, de ces jeux de coalition, les coalitions qui changent toujours, mais parfois du jour au lendemain. Hein. Est-ce que on a parlé un petit peu du fonctionnement politique des Médicis? Est-ce qu'on peut en extraire un peu la pensée ou l'idée générale? Comment est-ce qu'ils conçoivent le pouvoir, inspiré par les idées de Machiavel, par exemple? Alors, Machiavel... c'est un peu viendra plus tard, et c'est plutôt lui qui s'inspirera du fonctionnement politique de la famille des Médicis. Mais oui, je vois votre question. Alors Machiavel tirera d'ailleurs beaucoup d'enseignements de son histoire, dont on le voit dans son histoire de Florence, beaucoup d'enseignements du fonctionnement des politiques des Médicis. Alors savoir s'ils ont une pensée politique définis, il est difficile d'y répondre parce que ils sont très pragmatiques. Hein. Ce sont des banquiers. Hein. Ce ne sont pas. Ils ont autour d'eux des gens qui ont des idées sur le pouvoir. Des gens comme Marcille Ficin, comme Policien, etc. ont des idées sur le pouvoir. Mais si l'on veut résumer, ils ont leur pensée politique. Ils ont vraiment adhéré à cette idée colportée par les humanistes, selon laquelle seuls ceux qui savent méritent le pouvoir. Parce que ces humanistes sont platoniciens, hein, bien sûr. Et donc, ils ont un culte du savoir, hein, qu'on trouve chez Platon. Ceux qui savent peuvent gouverner. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Médicis ont rattrapé l'humanisme qui s'est développé à Florence et qui était l'apanage de leurs opposants. Hein. Ils l'ont fait leur, et ça a admirablement bien fonctionné aussi avec ces histoires d'académie, parce qu'une académie c'est très bien. On non pas pour influencer la pensée de tous ces académiciens. Ils n'influent pas, ils les écoutent, ils les entendent. Les Médicis sont de bons élèves, mais en tout cas, tous ces gens sont regroupés dans une académie. Et c'est très bien, c'est très pratique de regrouper finalement la pensée politique dans une académie. On ne pense jamais à cette précaution. Et alors, quelques mots, s'il vous plaît, donc Jean-Yves Le Borioz, sur néanmoins leur impact dans la vie culturelle, qu'on connaît bien plus finalement que leur parcours de banquier. Comment est-ce qu'ils ont inscrit leur pouvoir, architecturalement parlant, par exemple, ou à Florence et même peut-être ailleurs? Alors, ils se sont comportés sur un modèle, je mets toujours des guillemets, principe, puisque nous sommes dans une commune. Hein. Alors, tout a commencé avec Côme, qui s'est organisé, lui, le fameux palais de la Via Larga, hein, mais tout en restant dans la norme, hein, c'est-à-dire que ce palais, d'ailleurs, il n'est pas extraordinaire. Quand vous passez devant, vous n'avez pas l'impression de vous trouver devant, je vais commettre un anachronisme délibéré, devant Versailles, hein, loin de là. Vous avez une maison, mais à l'intérieur et attention, c'est que le palais de la Via Larga, tout le rez-de-chaussée est ouvert au public.
est ouvert au public. Oui. Alors donc, il se fait un palais, mais il l'ouvre très largement au public. Et ça, c'est tout à fait l'image que veut donner Côme. Alors après, Côme, lui, va avoir autour de lui toute une série d'artistes bien connus comme Lippitt, et il va il y a l'architecte de la famille qui est Michelozzo. Vous voyez, une sorte de petit cénacle autour de lui. Ce sont les artistes de la famille, les artistes de Côme. Hein. Alors, il va modifier la ville de Florence, mais de manière très modérée, hein, sans imposer à la ville de Florence, ça aurait été très mal vécu, une nouvelle architecture. Hein. On va développer évidemment l'église familiale de San Lorenzo. Et tout ce quartier-là, qui est le quartier des Médicis, va prendre une touche particulière, une touche Médicis, hein, qu'il n'avait pas auparavant. Palais, église, voilà. Et Côme se limitera à cela. Ils vont compléter cela par une série de villas. En effet, légèrement extérieur à la ville de Florence. En effet, quand vous êtes un homme de culture comme Côme ou comme Laurent, vous devez d'avoir, pour recevoir vos amis lettrés, les recevoir somptueusement, vous devez d'avoir des deliciae, c'est-à-dire des villas de taille moyenne dans les environs de Florence. Il y aura Careggi, par exemple, pour Côme, et d'autres pour Laurent. Laurent se fera construire une villa absolument extraordinaire sur le modèle antique, quand on se croit dans Virgile, toute une série d'influences mêlées. Vous voyez, il faut cela, un peu comme à Ferrare, hein, vous avez le palais de Ferrare qui est très austère, et autour vous avez les Delizie, il y avait un système de canaux autour de Ferrare, et là Lucrèce, notamment Lucrèce ex Borgia, se rendait là avec sa petite cour féminine dans ces endroits extraordinaires qu'elle préférait à l'austère palais de Ferrare. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont leur villa sur ce modèle-là. Hein. Et c'est ainsi qu'ils modifient la perception que les Florentins ont de leur ville et des environs. Alors tout semblait bien parti, et pourtant les Médicis ne vont pas régner encore 2 siècles. Pourquoi la fin des Médicis ? Histoire d'argent. Histoire d'argent, parce que c'est une affaire d'argent, puisque Laurent Laurent a laissé partir à volo tout le système bancaire. Hein. Il a trop délégué. Côme déléguait, mais gardait quand même un œil sur ceux à qui il déléguait le pouvoir dans les filiales. Vous voyez, que ce soit à Bruges, à Londres, à Avignon, à Pise, un temps à Naples, etc. Il y avait tout un système qui permettait de contrôler les succursales, parce que les directeurs des succursales, des filiales, pas des succursales, des filiales, pardon, devaient eux-mêmes investir. Hein. Ils avaient nous dirions aujourd'hui des billes, si je puis m'exprimer ainsi. Ils avaient dans le capital de ces filiales. Hein. C'est bien qu'on les tenait. Et Laurent a laissé l'abri sur le cou à de grands directeurs de filiales, des gens qui étaient théoriquement des affidés des Médicis, comme les Portinari et d'autres encore, et qui n'ont pas suivi les consignes données par les Médicis, c'est-à-dire qui ont recommencé à prêter. Ils ont prêté au roi d'Angleterre, ils ont prêté à Charles le Téméraire, et c'était à fond pratiquement perdu. Hein. Si bien qu'on arrive à la fin du règne de Laurent avec une banque qui prend l'eau de toutes parts. Il aurait fallu une réorganisation. On lui a soumis d'ailleurs Laurent des plans de réorganisation. Mais d'une part, il était très, très malade. Vous savez, il y a cette maladie, cette goutte au sens large du terme, c'est-à-dire qui est invalidante, très vite invalidante, toutes les articulations qui sont attaquées. Enfin, c'est l'horreur. Et donc, c'est la faillite de la banque qui va amener la fin de la dynastie des Médicis, d'autant que, ma foi, le malheureux Pierre l'Infortuné, donc le dernier représentant des Médicis de cette époque-là, va commettre une énorme erreur politique lorsque les Français en 1494 vont faire leur première dichèse, c'est-à-dire leur première descente vers l'Italie. Ça va être la panique à Florence, et Pierre l'Infortuné, ou le malchanceux comme on veut, va aller au-devant du roi français Charles VIII, et il va commettre une énorme erreur, là, c'est dont je parlais il y a quelques instants. Il va lui offrir, clé en main, les forteresses qui défendent toute cette partie-là de la Toscane, et qui sont des forteresses florentines. Or, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est comme Laurent, comme Côme, il n'est rien.
Ça ne lui appartient pas. Nous sommes dans une commune, et même si les Médicis se sont arrangés pour tenir bien en main tout le fonctionnement politique de la ville, il est évident que la région ne leur appartient pas. Ils ne sont pas les princes de l'endroit. Hein. Et lui cède toutes ces forteresses comme si elles lui appartenaient. Bon, Charles VIII ne se fait pas dire deux fois et envoie donc des soldats occuper les forteresses en question. Et après, le malheureux Pierre va rentrer. Il va rentrer à Florence. Il va être très très mal accueilli parce qu'il a donné ce qui ne lui appartenait pas. Et si vous voulez, il a abdiqué toute fierté devant le roi Charles VIII. Et évidemment, la banque ne va pas bien. Politiquement, il a commis une erreur formidable, donc il n'a plus qu'à s'exiler. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'exil de Pierre, pardon? Ils vont, si vous voulez, moi je me suis arrêté donc dans cet ouvrage en 1494 pour ne pas préjuger du reste, et ils vont s'exiler, ils vont connaître différents exils. Pierre mourra lui-même dans des conditions assez sordides, mourra noyé, enfin bon. Et les Médicis vont être exilés en différents endroits, et ils rentreront en 1512 à Florence, mais vraiment dans les fourgons de l'armée espagnole. Et là, ensuite, mais c'est une toute autre histoire, je conclus, je crois, comme ça, là, après, les Médicis vont donner des papes à Rome, et d'ailleurs, le premier d'entre eux va être quelqu'un qu'on a déjà vu, le fils préféré de Laurent le Magnifique, et c'est Giuliano, qui deviendra pape. Alors lui, c'est quelqu'un qu'on a préparé depuis de longue date, hein. C'est un latiniste hors pair, qui était cardinal très tôt, et Laurent a eu la joie de le voir quand même, de le voir recevoir la mitre de cardinal de son vivant, et il y a eu de grandes fêtes à Florence, alors que Laurent lui-même dans un état physique absolument épouvantable. C'est une de ses dernières grandes joies de sa vie. Et là, les Médicis, en 1512, vont donc capitaliser là-dessus. Malheureusement, d'un point de vue financier, le fait d'avoir plusieurs papes, ça va être une catastrophe pour les Médicis eux-mêmes, parce que les papes vont venir rechercher. Théoriquement, quand on est pape, ça rapporte de l'argent, mais pour les Médicis, ça va être le contraire. Ils vont perdre beaucoup d'argent dans la circonstance, ce qui ne les empêchera pas d'être ducs, grands-ducs, etc. Ils se seront bien rattrapés par la suite, néanmoins. Admirablement. Une dernière question, Jean-Yves Borriaud, un peu à côté de votre ouvrage. Vous nous avez donc décrit l'histoire d'une dynastie bancaire, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a un autre exemple significatif dans cette Italie de la Renaissance où la famille Médicis est très particulière et finalement a impulsé un système politique et un système de réseau qui lui est propre? Alors, c'est la seule dynastie de banquiers dans toute cette Italie. Et on a ça nulle part ailleurs. Vous avez à Milan une tentative de mise en place d'une dynastie militaire, ce sont les Sforza, hein. Mais ce sont les seuls véritablement à fonctionner sur ce modèle-là. Ils sont donc profondément originaux de ce point de vue, et on ne retrouvera pas l'équivalent par la suite, hein. C'est un instant miraculaire dans toute l'histoire de l'Italie. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Borriaud d'avoir répondu donc à toutes nos questions sur les Médicis. Donc, chers auditeurs, les Médicis ne sont pas des princes, mais bien une famille de banquiers. Et il est important de le rappeler. Et pour ça, je vous conseille vivement de vous procurer donc l'ouvrage de notre invité, La fortune des Médicis, le siècle d'or de Florence, paru très récemment aux éditions Perrin. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.